Bonsoir et bienvenue. Après la dernière sortie du chef de l'État, les réactions ne cessent de se multiplier. Le chef de l'État, après les événements du 28 avril, du 1er et du 2 mai dernier, est revenu au devant de la scène pour apprécier les différents événements qui ont suivi les dernières élections législatives. Le chef de l'État est revenu sur plusieurs sujets, notamment l'arrestation des deux touristes français au Bénin. Le chef de l'État est revenu sur la mort de ce guide béninois dans le parc Pendjari. Le chef de l'État est revenu sur ces élections, la difficulté à obtenir le consensus, ces élections qui ont abouti à l'installation de la nouvelle législature. Et le chef de l'État n'a pas oublié également de tendre la main aux partis de l'opposition pour dire désormais nous irons à un dialogue franc et inclusif. Est-ce que le chef de l'État a vu juste, puisque la sortie du chef de l'État, je l'ai dit, des réactions s'en ont suivi. L'opposition a refusé cette main tendue du chef de l'État. Qu'est-ce qui va bien se passer par la suite? Je vous propose déjà de suivre l'extrait qui, quand même, parle de cette main tendue-là du chef de l'État aux opposants pour voir, pour apprécier la volonté du chef de l'État allant dans ce sens. Mes chers compatriotes, des difficultés, il y en aura sans doute encore sur notre parcours. Pour rythmer notre quête légitime de progrès et éprouver notre détermination à y parvenir. Mais comme à chaque fois, nous saurons puiser en nous les ressources pour être à la hauteur des attentes. À ce propos, je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. Il doit, au nom du peuple, voter des lois qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socio-économique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour l'amener à faire mieux et toujours plus au service de l'État et des populations. Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays. Il devra en être autant pour la loi portant statut de l'opposition afin de lui créer les conditions les meilleures pour sa libre expression, l'accomplissement de son rôle démocratique dans les formes indiquées et en définitive pour sa contribution au développement économique et social de notre pays. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. D'ores et déjà, je veux ici vous redire, chers compatriotes, ma détermination à bâtir avec vous notre société dans laquelle la démocratie sera plus que jamais un réel instrument de développement socio-économique. À l'instant, le chef de l'État, le président Patrice Talon, Nelly Dodinon, vous avez suivi donc cet extrait-là. Le chef de l'État veut, après tout ce qui s'est passé, un dialogue franc et inclusif. Peut-on ou doit-on douter de la bonne volonté du chef de l'État? On ne devrait pas, en principe, douter de la bonne foi d'un chef de l'État. Toutefois, il faut analyser ses propos dans un contexte. Parce que, pris les choses isolement de cette façon, on a l'impression qu'on a oublié le problème, tout ce qui s'est passé, mettez de côté, on vous a écarté, on vous a brimé, on vous a. C'est réglé, le Parlement est installé, l'Assemblée nationale a élu son bureau, la vie continue. Oui, nous allons procéder, je vais inviter le Parlement à procéder à la relecture de ces lois, une relecture responsable. Il l'a souligné, le Parlement doit montrer qu'il est légitime, malgré tout ce qu'on lui reproche, et faire des propositions, contrôler l'action gouvernementale. Quand on finit de dire tout ça, c'est qu'on n'est pas sincère.
Quand je dis on n'est pas sincère, c'est pas le chef de l'État. En fait, le discours même, quand on en arrive à cette conclusion, c'est qu'on a réglé un problème en amont. On n'a pas réglé le problème en amont, mais on nous propose des solutions. Et on n'a même pas reconnu le problème étant comme une situation qui a créé une crise. Et on veut apporter des solutions. Autrement dit, c'est un appel inopportun. Inopportun quand on n'a pas soi-même reconnu la véracité des faits, la cause de la crise. Et je vous dis, la réconciliation, la paix, passe d'abord par la vérité, passe d'abord par la sincérité. La vérité, elle est quoi? On a écarté une bonne partie de ce peuple, pas des lois taillées sur mesure pour écarter une frange de la population, c'est-à-dire des votants qui ont droit pour élire leurs représentants. Et ça s'est exprimé dans les urnes, avec finalement 27% de taux de participation, avec un fort taux d'abstention, c'est-à-dire bulletin nul. On devrait poser ce diagnostic-là afin de nous proposer des solutions. Mais ignorer le problème ou banaliser ou voire minimiser ce problème et finir par nous faire des propositions, elle est biaisée. Cette proposition, elle est biaisée. Quelle main tendue vous voudrez que les autres saisissent si vous-même en votre fond intérieur ou dans les actes, elle n'est pas. On sent un manque de sincérité. Manque de sincérité, à votre avis? En fait, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, avant qu'on en arrive là, en fait, tout ce que le président a énuméré, c'est l'aboutissement, ça devrait être l'aboutissement d'un processus qui finalement, c'est-à-dire les partis de l'opposition et de la mouvance ou bien les acteurs politiques des deux camps ont pu s'asseoir et finalement voilà ce qu'on propose, c'est-à-dire la relecture ou bien l'annulation de l'élection et si voilà. Mais ne pas chercher à régler le problème de fond et dire bon voilà ce qui s'est passé, on met de côté, voilà ce que je vous propose. Je pense que ça manque d'un peu de sincérité et je vous ai dit la paix c'est un processus qui passe par la vérité, la sincérité et la réconciliation. C'est ça. Alors, Saturne Diossou, il y a beaucoup reproché, notamment au chef de l'État, qu'il n'écoute pas son peuple, qu'il n'accède pas souvent à ces requêtes-là. Mais le chef de l'État a écouté. Il y a les communistes qui parlaient des États généraux. Il y a d'autres formations politiques ou d'autres membres de la société civile qui parlaient d'un dialogue national. Aujourd'hui, le chef de l'État est revenu sur la question. Le chef de l'État a dit il faut que nous allions vers un dialogue national et inclusif. Est-ce que le chef de l'État n'a pas répondu ou n'a pas cédé à une requête finalement de l'opposition? Ça me rappelle la rencontre du 6 mars dernier au palais de la Marina. Entre chef de l'État et les partis politiques, pas de l'opposition. Parce qu'à l'époque, c'était aussi la classe politique qu'il avait conviée d'une manière. L'opposition a refusé de s'y rendre. Et s'est retrouvé alors au palais de la Marina, certains partis qu'il ne faudrait pas rappeler ici, le PRD, le président de l'Assemblée nationale était là, les partis d'aujourd'hui et ceux qui existaient encore, puisque nous étions avant le 16 mars, date à laquelle la charte des partis politiques a fixé le dernier délai, pour ainsi dire, pour les partis qui devraient se mettre en conformité. Quelle est la classe politique que le président de la République veut appelée aujourd'hui? Celle de l'opposition qui a priori n'existe plus, je le disais, après le 16 mars, a priori, l'Union sociale libérale n'existe plus. Force Cori.Bénin émergent n'existe plus. Restaurer l'espoir n'existe plus. Tous ces partis à qui on a refusé le certificat de conformité n'existent plus, a priori, sur papier. Si lui, président de la République aujourd'hui, convie la classe politique et que parmi cette classe politique, il compte les trois partis, c'est qu'il leur confère encore une certaine légalité. Ce serait admettre ce qu'il a refusé de par le passé. Il y a ça. Il y a, oui, Nelly l'a évoqué, est-ce qu'il faut parler de bonne foi ou de sincérité?
les gens auront raison de remettre en cause cette sincérité. Avaient déjà raison à l'époque, le 6 mars, quand ils sont montés au créneau pour justifier ce pourquoi ils ne se rendaient pas au palais de la Marina. Parce que le président de la République, lors de précédentes rencontres avec la classe politique, notamment ceux-là de l'opposition, les partis de l'opposition qui étaient au palais, Restaurer l'espoir, candidat avec Guy Mitokbe, l'honorable Kosunda du MADEP, qui y était aussi, les forces Kori Point Bénin émergents qui ont répondu. L'USL à l'époque avait refusé de s'y rendre, avait mis en place une communication qui a desservi les partis qui étaient présents, qui les a humiliés presque. Parce que la séquence qu'on a montrée à l'ORTB n'avait pas rendu compte intégralement ou fidèlement de tout ce qui a été dit. On avait présenté quelqu'un comme étant le maître de séance qui donnait des leçons d'intégrité à ceux qui étaient en face, qui avait tenté de les présenter comme étant des fraudeurs, des gens qui voulaient tricher avec la loi. Et lui, intègre, disait non. Parce qu'il avait cet objectif. Venu alors le 6 mars, où après la Commission électorale nationale autonome qui a déclaré 2 partis en lice, donc valables pour les élections législatives, lui aussi, qui semblait avoir compris là où nous allions, qui a dit, pour une fois, je disais sur ce plateau que j'ai entendu Patrice Talon dire qu'il était préoccupé, la situation était préoccupante. Ce n'était pas de son habitude de reconnaître les choses comme ça. Et qui a fait que beaucoup lui avaient prêté une certaine bonne foi. Et par la suite, on a eu le résultat. Ceux de son entourage, certains n'ont pas hésité à nous confier que tout avait été mis en place pour qu'on ait ce résultat au finish. C'était qu'on voulait atteindre une destination, on a atteint la destination. Et analyser sa sortie. Sa sortie est arrivée après la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, après l'installation de la 8e législature et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Il calculait alors le temps. Il ne voudrait pas faire ingérence, comme il a dit. Comme si ses actions étaient en cohérence, c'était un développement logique de ce qui se passait au Parlement. Et comme, pour peut-être laisser croire que c'est lui le maître de jeu, écoutez dans son discours, c'est lui qui invite le Parlement à relire le code électoral, à relire l'achat des partis politiques. On sait comment il pouvait procéder à l'Assemblée nationale, en tout cas l'initiative des lois, la Constitution confère cette initiative au président de la République, aux députés, à l'Assemblée nationale. Il pouvait déjà faire un projet et adresser ça au Parlement, ce n'était pas le cas. Il était dans un discours, il a invité le Parlement, il donne s'il faut dire, des injonctions, des invitations au Parlement de façon orale, sans procéder par les voies que la Constitution est en train de nous donner. Et ça amène alors à remettre en cause, cette fois-ci encore, sa sincérité, sa bonne foi dans ses intentions déclarées. Nous attendons de voir, en tout cas l'opposition a déjà annoncé la couleur en disant qu'elle n'y va pas. Nelly doute de cette bonne foi, Saturnin également. Vigile avancé, est-ce que le chef de l'État, pour une première fois, en reconnaissant ce qui s'est passé le 2 mai dernier, en reconnaissant donc tout ce qu'il a dit à travers son discours, est-ce que vous ne voyez pas un chef de l'État faire entrer son mea culpa à ce peuple-là? Je ne sais pas s'il a reconnu ce qui s'est passé le 2 mai passé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Il a dit qu'il a déploré tout ce qui s'est passé, mais que c'est une transition pour le développement, pour que notre pays puisse en sortir grand. Bien sûr, il a ajouté qu'il y a comme une partie, n'est-ce pas, de la classe politique qui a manqué de sagesse et de patriotisme, et que c'est pour cela que tout cela est arrivé. Vous voyez, moi j'ai souvent fait attention, j'invite les Béninois de plus en plus à faire attention à la forme même des discours du chef de l'État. À la forme, déjà, vous interrogez sur la sincérité. Ça me rappelle souvent ces films hollywoodiens où je vois l'acteur d'une voix grave, simulé. C'est l'impression que j'ai chaque fois que le chef de l'État dit ses discours de cette manière-là. Je ne vois pas du naturel, je ne vois pas vraiment un chef de l'État communiquer avec son cœur. Ça, c'est le constat. Et puis, les faits. Voyez ce que je viens de dire. Oui, vous invitez vos vis-à-vis au dialogue, n'est-ce pas? Vous leur tendez la main, dit-on, mais en même temps, vous trouvez qu'ils n'ont pas fait preuve de sagesse, ils n'ont pas, été patriotes. Et surtout, n'est-ce pas, l'un des principaux leaders de l'opposition à laquelle vous tendez la main, vous le gardez à son domicile, vous l'interdisez de sortir. Le ministre de la Justice a dit qu'il est libre en tout cas. Vous voulez qu'on en parle? Le ministre de la Justice l'a dit, oui, on a manqué cette actualité avec nos 2 ou 3 jours de vacances. Le ministre a dit, à la suite, n'est-ce pas, de la visite
de Marcel de Souza, son beau-frère, à qui on a interdit, n'est-ce pas, le domicile, l'accès au domicile de Boni Yayi. Et puis le ministre, tout gaillardement, doit-on dire qu'un ministre, il paraît qu'on dit qu'il a fait économie de vérité, va sur RFI, dit que non, on ne lui a jamais interdit l'accès. Ça n'a pas suffi. C'est le directeur, n'est-ce pas, de la communication de la présidence de la République qui vient dire la même chose. Et alors, les opposants disent, ok, puisqu'il n'en est rien comme vous dites, demain à 10h, nous passons là-bas. Et qu'est-ce que vous avez constaté? On a barricadé les voies. On a envoyé une horde de policiers. On a interdit encore une fois, et disons de manière ostentatoire, l'accès au domicile de Boni Yayi. Ces partisans qui voulaient aller vérifier et donner la preuve au monde que eh bien, l'accès au domicile de Boni Yayi est vraiment interdit. Ils ont eu la preuve, encore une fois, et le monde entier avec eux. C'est de cela qu'il s'agit. Vous m'opposez le ministre. Lorsque le chef de l'État, par exemple, parle d'une main tendue vers l'opposition, il parle de quelle opposition? Mais c'est ce que je vous dis. On parle de sincérité. Je ne sais pas pourquoi Nelly il n'a pas parlé de l'opposition, non, mais il a parlé de toute la classe politique. La classe politique, tout à fait. Et quand on parle de classe politique, il y a la mouvance, il y a l'opposition. C'est pas par hasard que le chef de l'État évite l'opposition. Vous voyez, quand vous parlez de sincérité, il y a des éléments que vous mettez en exergue. Voilà l'un des éléments, par exemple. Voilà l'un des éléments. Voilà, donc le chef de l'État qui parle sans vraiment être précis, sans nommer. Ce fait-là, rien que ça, déjà, le fait que le domicile de Boni Yayi, que Boni Yayi, l'un des leaders de l'opposition, pour ne pas dire aujourd'hui le principal leader, parce qu'il a voulu ainsi, quand vous demandez à l'extérieur, même à l'intérieur, c'est qui le leader de l'opposition, vous n'allez pas chercher. Pas deux chemins. Patrice Talon a fait aujourd'hui de Boni Yayi le leader de l'opposition. Et en même temps, vous assignez à résidence le leader de l'opposition, sans le dire, et contre les lois de la République. Les lois, puisque tout le temps on dit au nom de la loi, au nom de la loi, la légalité, je tiens à la légalité. Mais aucune légalité, aucune loi au Bénin ne dit qu'il faut assigner quelqu'un à résidence. Ça ne fait pas partie de notre droit positif, comme disent les juristes. Pourtant, il a fait envers et contre tous. Et ça s'appelle comment? Si ce n'est pas la D, comme on dit, c'est tout au moins de l'arbitraire. Le chef de l'État également a dit, si quelqu'un est coupable d'un acte, il répondra également devant les juridictions. Mais les juridictions ne font qu'appliquer les lois de la République, c'est ce que je vous dis, Loris. Les juridictions ne font qu'appliquer les lois de la République. Et si ce qu'il fait ne fait pas partie des lois de la République, ça s'appelle de l'arbitraire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous, même si vous êtes le chef de l'État. Il paraît qu'autant des rois pouvaient le faire. Et ça encore. Et là, nous sommes sous la République, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit, nous avons des textes, et même le chef de l'État est soumis à ces textes. Donc, voyez, avec ce tableau-là, vous ne pouvez pas, et ça, ce n'est qu'un aspect que j'ai évoqué. Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, l'autre partie en face de vous. Vous appelez à quel dialogue? Et moi, rappelez-vous, dans ce studio, je l'avais déjà dit, et ça n'a pas raté. J'avais dit, n'est-ce pas, que ça va être le scénario. Parce qu'il avait déjà ce précédent-là avec les syndicalistes, rappelez-vous. Les syndicalistes, d'abord, ils sont partis avec un pacte qui a été signé dès les premières heures, qui très rapidement a été foulé au pied. On leur a arraché le droit de grève, on a la loi sur l'embauche, le contrat à durée indéterminée, tout a été révisé. Tout a été révisé, on a chamboulé, n'est-ce pas, le monde des travailleurs. Puis, ça, c'était durant les 2-3 ans avec le BNP. Puis en décembre passé, le même chef de l'État les invite gentiment au palais de la République pour dire maintenant, nous allons trouver un terrain d'entente, on va asseoir le dialogue, désormais, on va discuter. Et puis, suivez-moi bien, le 1er mai dernier, ces mêmes travailleurs disent qu'on va marcher, il a ceci qui ne va pas, il a cela qui ne va pas. Après les avoir édentés, on les a quand même dit, venez vous asseoir, désormais c'est la paix entre nous. Parce qu'on vous a déjà édenté, vous n'avez de toutes les façons, comme vous êtes en train de souffrir
Vous ne pouvez rien faire. Si c'est ce bout que je vous offre, eh bien, contentez-vous-en. Certains ont cru. Il y a la CSTB, je pense, oui, qui a refusé ce qu'il appelait déjà à l'époque marché de dupes et qui n'est pas allé. C'est la même CSTB qui, le 1er mai dernier, a voulu marcher et dont les travailleurs, les militants ont été gazés. C'est cela, Patrice Talon. Vous savez, ces choses ne sont pas difficiles à comprendre. Et pour moi, il devait en être ainsi également pour les opposants. La preuve, on leur refuse, n'est-ce pas, les élections législatives. Patrice Talon a tout eu. Il a son parlement, c'est 83 députés. Il dit maintenant, on peut s'asseoir, on peut dialoguer. Et qui va réviser ces lois-là? C'est le même parlement. Comment on dit que ça, c'est une faute? On va la corriger, vous dites que c'est la faute qui va corriger. Dans quel pays ça peut marcher? Alors, Nelly Dodjinou... et vous parlez de sincérité. L'opposition aujourd'hui a refusé cette main tendue. Est-ce que l'opposition devrait a priori refuser? Est-ce que ce n'est pas un autre piège? C'est-à-dire refuser d'aller à la négociation, opter pour la politique de la chaise vide? Est-ce que ce n'est pas quand même un suicidaire? Non. Ça, c'est précipiter les choses. L'opposition aller à la négociation... On met quoi même dans la négociation? Actuellement, nous sommes dans une crise. Et observez bien à l'international. Quand il y a crise, il y a un médiateur qui est désigné par vos pairs. Ceux qui peuvent aller vers vous. Parce qu'il y a un travail préalable à faire avant d'aller à la négociation. On accepte d'aller à la négociation ou on refuse d'aller à la négociation. On n'impose pas une négociation. Quand il y a problème, on désigne un médiateur en commun. C'est-à-dire, les deux parties vont désigner un médiateur commun à eux. C'est-à-dire, des gens en qui vous avez confiance. On ne se lève pas pour s'ériger en médiateur quand la crise a atteint un niveau donné. Donc, on s'entend sur le médiateur et on fixe les règles de la négociation. C'est-à-dire, on s'entend sur le médiateur, on accepte d'aller au dialogue. Oui. Et on fixe les conditions dans lesquelles la négociation ou bien le dialogue va se dérouler. Et on désigne même les représentants, les porte-voix ou bien ceux qui vont aller à cette négociation. C'est ton travail au préalable. Ne pas en tenir compte, c'est méconnaître les règles même de la négociation. La négociation, quand vous entrez dans la diplomatie, c'est... Mais est-ce que notre crise-là atteint cette proportion-là? C'est parce pas... que vous nous renvoyez vers le Soudan du Sud ou non, peut-être vers... Vous savez, c'est cette manière de penser que nous n'avions... De ne pas accepter ce déni ce déni de crise qu'on a, où on n'accepte pas qu'on est dans une crise. Et n'attendez, c'est tout comme si le Béninois attend que nous allions vers l'extrême. Nous sommes déjà dans une situation de crise. Autant l'accepter et régler les problèmes de sitôt que d'être dans le déni et qu'on finisse par être à l'image des pays que vous venez de citer. Et je reviens pour vous parler du dialogue. De la négociation, c'est des étapes. Vous choisissez, vous acceptez d'aller en négociation, vous choisissez ensemble votre médiateur sur des critères donnés, vous choisissez ceux qui vont vous représenter et vous fixez les conditions et vous choisissez même la forme de la négociation. Soit c'est des assises, soit c'est des rencontres. En tout cas, c'est vous qui voyez compte tenu du contexte. Puis après, chacun dépose sur la table ses conditions et on discute, on fait des propositions, on fait des concessions et on finit par avoir un terrain d'entente et c'est ça qui devient la règle des deux parties. Et c'est seulement après ça que vous pouvez vous taguer de ce que vous avez pu obtenir quelque chose à l'issue de ces négociations. Et ce n'est pas fini. En plus de ça, il faut la bonne volonté des parties. Combien de fois on ne vous a pas dit que le Soudan ou le Soudan du Sud, il y a eu accord? Combien de fois vous n'avez pas appris en Centrafrique qu'il y a eu accord? Les gens sont assis et puis ça a été remis en cause. Aller au Mali, combien de temps ça a pris pour que les Touaregs et consorts? Donc, c'est tout un processus.
frôler tous ces étapes ou bien les banaliser ou les sauter, c'est que nous ferons quelque chose qui n'est pas du dialogue. Autrement dit, s'il faut un dialogue, il y a un processus. Et qu'est-ce qu'on doit retenir, j'allais dire, de ce processus-là? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord trouver la forme de ce dialogue. Je ne vois pas l'opposition, Patrice Talon, le président Patrice Talon, dans son palais encore pour dire « Venez, on va discuter ». On discute de quoi? Je ne sais pas. Toujours dans sa posture du chef, de celui qui édite toutes les décisions, toutes les propositions. Vous savez, quand vous partez à une négociation autant fragilisée, vous ne sortez pas. Donc, il faut partir sur la négociation sur les mêmes pieds d'égalité. Donc, déterminer la forme de ce dialogue, de ces assises, si c'est une conférence nationale, si c'est ceci, vous voyez. Et vous déterminez le médiateur commun accepté des deux parties. Et chacun fait son mémoire ou son mémorandum concernant ses griefs et ses apports de solution. Et on s'asseye, on s'entend, on fait des concessions, et puis au final, on a une ligne qu'on accouche pour dire voilà ce que nous voulons. Si au terme des négociations, on finit par dire pour avancer, pour évoluer, pour mettre fin à la crise, nous annulons les élections. Parce que on pense que c'est une élection qui n'est pas légitime, quoique légale, que ceux qui représentent ne peuvent pas représenter une population sur la base de 27%, et qu'il y aurait eu même des députés qui se sont fait élus avec moins de 800 voix dans ce pays. Donc, vous vous entendez. On dit, non, nous ne pouvions pas annuler. Parce que c'est un coup, il faudra revoir. Est-ce qu'il faut faire des élections anticipées? Et on s'entend. Du coup, dès que les conclusions tombent, on joue sur la bonne foi de chacun pour pouvoir l'exécuter. Faire les choses autrement. Ou le président Patrice Talon, toujours dans son confort, dans sa zone de confort, oui, c'est bon, calmez-vous, mais venez, on va discuter. Et il va toujours rester dans sa posture de maître, de celui qui va éditer. Les autres ne pourront pas l'accepter, encore qu'ils sont déjà fragilisés par le fait que légalement ils n'existent plus pour le moment, ou bien parce qu'ils sont écartés. Et en plus, les actes préparatoires à ce dialogue-là, c'est d'abord ceux que vous emprisonnez, ceux qui sont arrêtés par peut-être leur opinion, par ceci. Il faut d'abord commencer par poser les actes de ce que on sent que vous voulez tendre la main, et on sent que vous emboîtez le pas parce que vous posez des actions concrètes. Et Vigile a dit des actions concrètes. Et Vigile l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire je tends la main à l'opposition et interdit d'accès au domicile de Boni Yayi. Quand vous savez très bien que Boni Yayi a des militants, et ça, Boni Yayi avec son parti ou le parti dont il est le président d'honneur, a un nombre important de militants. C'est ça. Alors, Saturnin Diossou, est-ce que ce dialogue a des chances de réussir lorsqu'on voit un peu la posture du chef de l'État, lui qui invite déjà l'Assemblée à toiletter les tests, le code électoral, l'achat des partis politiques qui quand même ont conduit à ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ce dialogue-là a des chances de réussir? Non, ne vous y méprenez pas. Au-delà de la sortie du président de la République, il faut aussi voir un agenda politique. Si vous ne voyez pas ça, c'est que déjà, vous ne faites pas, à mon avis, une bonne lecture de ce qui va arriver. Il faut, c'est comme on le dit, s'il faut appeler ça lieu de consolation, il faut peut-être distraire de l'objectif principal assigné à cette législature. L'objectif principal, ce n'est pas la révision de l'achat des partis politiques, ce n'est pas la révision du code électoral. C'est plutôt la révision de la Constitution. Et si, à peine installée, la 8e législature aborde un premier dossier de révision qui est celui de la révision de la Constitution, c'est trop flagrant, c'est aller trop vite là où on l'attend. Il faut donner l'impression, c'est moi qui le dis, de vouloir corriger les choses, de vouloir apaiser le peuple, vouloir apaiser ceux qui ont des griefs contre l'achat des partis politiques et le code électoral, et faire réviser ce code, cette charte des partis politiques, par ceux-là même qui en étaient les pionniers. On dit souvent que ces lois ont été votées presque à l'unanimité
Je ne voudrais pas qu'on confonde le vote de la loi portant charte des partis politiques et le vote de la loi portant code électoral. On me dira que presque à l'unanimité, on a voté la charte des partis politiques. Je ne sais pas si ça a été le même décompte de voix par rapport au code électoral. On dit souvent que ces lois ont été... Bon, ceux qui soutiennent le président de la République disent que ces lois ont été votées presque à l'unanimité. Mais pour embrouiller les gens, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas la charte des partis politiques. Tous, ils sont d'accord là-dessus. C'est le code électoral. Et le code électoral n'a pas été voté presque à l'unanimité des députés de la 7e législature. Il faut le dire, il faut le préciser, il faut insister là-dessus. Pour que ceux qui disent, pour tromper les gens, que ces lois ont été votées à l'unanimité, que ce n'est pas le cas, c'est faux. Le code électoral n'a pas été voté par presque tous les députés de l'Assemblée nationale. Ça, il faut le dire. Donc, il faut faire corriger ce code par ceux-là qui en étaient les pionniers. Et je ne sais pas si ce sont les députés d'aujourd'hui qui seront si animés de bonne foi. Eux qui, hier, quand Adrien Oumbédi a été mandaté pour être le médiateur, se sont opposés à cette relecture du code électoral parce qu'en face, il y a la volonté de toucher un article de la révision de la Constitution de notre pays. Eux qui se sont opposés au point de dire, si tel est le cas, si vous tenez à ça, si c'est ainsi que vous voulez qu'on fasse les choses, nous allons aux législatives sans vous. Et ils sont allés aux législatives sans les partis de l'opposition. Pourquoi avoir refusé ça hier et après ces législatives maintenant être soudain disposé à reprendre ça et à faire ce que les autres proposaient déjà. Cela voudra dire que l'enjeu, c'était de les écarter de la compétition législative. Ça a été fait. Maintenant, on peut revenir là-dessus. Donc, essayez de les cajoler en essayant de réviser, d'intégrer peut-être certaines choses qui pourraient d'une manière ou d'une autre les contenter. Le chef de l'État également a parlé du statut de l'opposition. Tout ça, c'est pour contenter l'opposition avant qu'on ne fasse le pas de la révision de la Constitution. Le chronogramme est donc celui qui décale du discours du président de la République. On révise la charte des partis politiques, on révise le code électoral, on fait tout ça avant de passer à la révision de la Constitution. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois venir. Ça peut, donc, les actes peuvent me démentir, on ne souhaite que ça. Le dialogue, on souhaite qu'il y ait dialogue. Il faut, avant ça, rassurer ceux-là que vous appelez à ces échanges, puisque c'est le thème que le président de la République a utilisé. Qu'est-ce que les partis frustrés, puisqu'il parle de la classe politique, ont aujourd'hui comme signe prouvant la sincérité de la main tendue du président de la République? Il les a traités de passage, et ce sont eux qui sont à l'origine de ce que nous avons connu. On a connu des pertes en vies humaines. Je voudrais que vous fassiez attention au verbe que le président de la République a utilisé quand il voulait parler des pertes en vies humaines. Il a dit, on a dû. Il a utilisé le verbe devoir pour parler des pertes en vies humaines. De ma position, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'on a lu son discours, ceux qui l'entouraient? Est-ce que les communicants du président de la République ont lu son discours? Et ont remarqué que pour parler des Béninois qui ont été tués, qu'il disait là que c'était un devoir, leur mort. Donc, ils devraient mourir. Ça m'a attristé. Peut-être qu'il a pesé les mots. Si on doit passer par là pour grandir. Comment vous pouvez estimer que vos compatriotes qui ont été tués, peut-être avoir ordonné qu'on tire sur eux, c'était un devoir pour vous de les tuer, ils devraient mourir? Dans ma position, j'étais triste en entendant ça. Je me suis dit, bon, si c'est ainsi qu'ils voulaient le faire. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le nombre de morts qu'il y a dans ces histoires-là. Pourquoi le gouvernement dit que le gouvernement assume, mais que le gouvernement ne veut pas assumer ça? Pourquoi ne veut-on pas nous dire c'est tel nombre de Béninois qui sont décédés dans ces événements? Quitte à situer la responsabilité après pour dire c'est telle autre personne qui est à la base de ça. Assumons jusque-là. Ne pas le dire, c'est ne pas assumer. Et j'attends que le président de la République, tel qu'il assume jusque-là. Moi, le verbe devoir qu'il a utilisé m'a blessé dans mon amour propre de Béninois et m'a rendu plus triste du sort de ceux-là qui pleurent. Certains qui ont toujours de difficultés à récupérer le corps de leurs parents. C'est ça. On ne peut pas être dans ce constat, dans cette situation et parler de franchise de main tendue. Nelly a parlé de ceux-là qui sont interpellés. Tout à l'heure, avant d'arriver en studio, quelqu'un me dit qu'il a appris qu'on arrête telle personne demain. Il me disait, est-ce que vous avez eu l'information investiguée? Il a dit, bon,
Vous savez, trop de choses se disent aujourd'hui. On peut dire qu'on veut arrêter Richard Tinéo demain. Si on veut arrêter quelqu'un, il faut bien qu'on ait des raisons. Encore que ces temps-ci, on n'en a pas forcément en allant interpeller les gens. Ceux-là qui sont en prison, qu'est-ce qu'on veut faire d'eux? Ils sont coupables de quoi? Donc, c'est des signes qu'il faut envoyer à ceux qu'on invite à des échanges pour qu'ils sachent que nous allons là-bas et nous allons discuter de façon franche, comme le président de la République l'a dit. Quand il n'y aura pas ça, ceux qui sont invités à cette table de dialogue sont libres d'y aller ou de refuser comme ils sont en train de le dire. Mais que le président de la République n'oublie pas qu'il n'y a pas que seulement les acteurs politiques qui sont des gens avec qui il devra se réconcilier. C'est plus de 70% de Béninois. Vous les écoutez, c'est des gens qui sont désormais presque insensibles. On en a écouté, c'est de la dernière fois. Mais désormais, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce qu'on a demandé un micro-trottoir, on a dit, vous Béninois, qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République? Ils disent ce qu'ils attendent de la plupart. C'est même pas à Bandovo, à Cotonou, à Parakou, dans nos régions, dans nos départements, parce que ce sont nos correspondants qui ont pour la plupart réalisé ça. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à continuer seulement de faire ce qu'il veut. Et quand vous avez des gens qui réagissent comme ça, il faut se poser la question. Aujourd'hui, peut-être il se dit, je suis président de la République, j'ai la force, j'ai les forces armées qui m'obéissent, qui font tout ce que je dis. Mais il y a demain. Il y a demain. Alors, Vigile Avancel, je demandais, est-ce que c'est pas un monnaie déjà pour ce dialogue inclusif? Non, mais vous savez, il faut des conditions pour aller à ce dialogue. À un pareil dialogue, au nombre de ces conditions, il faut un minimum quand même de bonne foi, de part et d'autre. Mais sinon, c'est directement à un marché de dupes que vous allez. Nelly citait tantôt, n'est-ce pas, les préalables auxquels un dialogue doit obéir, mais je lui dis qu'avant même le dialogue, il faut accepter le dialogue. Il faut accepter d'aller aux négociations. Le chef de l'État a accepté d'aller au dialogue, à ce dialogue avec la classe politique. Bien sûr, le chef de l'État ne peut en être autrement. Il est en position de force. Je vous ai dit tantôt qu'il a son assemblée, il a ses 83 députés. Il avait contre tout organisé son scrutin, ça lui a marché, tout le reste. Donc il est en position de force. Qui sont ceux qui ne sont plus députés aujourd'hui? Qui sont ceux qui n'ont plus l'humilité aujourd'hui? Qui sont ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux? Le chef de l'État est en position de force, je vous répète encore, et il a les forces de sécurité publique. Il a la force publique, comme on dit, avec lui, qui a pu militariser Porto Novo, pour que ce soit ainsi, qui a dépêché ses policiers hier au domicile de Moniaï. Donc, c'est cela. Et entre autres, on dit le chef de l'État va convoquer un dialogue à la présidence. Non, ça ne se fait pas, Nelly. Ça ne se fait pas comme ça. Un dialogue, c'est en principe en un lieu neutre. C'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit qu'il va appeler demain à la présidence de la République. Non, on ne peut pas. De cette manière-là, oui, il est chef de l'État, le père de la nation, comme on aime le dire ici, voulant sortir une solution, oui, il pouvait le faire. Mais vous avez vu à chaque fois. Et puis l'autre défaut de forme encore du chef de l'État qui pourrait plomber le dialogue si le dialogue devait commencer. Le chef de l'État, il adore parler, il adore, vous avez vu, même avec les évêques, vous invitez des gens. À la limite, ça blesse l'élégance. Vous invitez des gens chez vous pour trouver des solutions à un problème. Vous leur donnez la parole, ils parlent 5 minutes et vous parlez 1 heure de temps. Ça ne trouve aucune solution. Et ça, il en a l'habitude. Régulièrement, observez ces genres de rencontres qui se sont tenues à chaque fois. C'est le professeur, le maître de conférence assis à développer, à montrer combien ses vis-à-vis sont dans la faute, ne pas vu tel ou tel aspect. Et c'est également ça. Pour que ce dialogue puisse réussir, qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai que pour un tel dialogue, le chef de l'État, en principe, devait également se mettre de côté. Parce qu'il est clair aujourd'hui, ce n'est pas prendre parti pour cela. Que je dis, le chef de l'État fait entièrement partie du problème dont on parle aujourd'hui. Il fait entièrement partie de ce problème. Donc, quand on dit qu'il va inviter à la présidence de la République, il ne peut plus. Il ne peut plus. De pareilles circonstances, il faut une personne extérieure, n'est-ce pas, en qui les deux parties... Nelly parlait d'un médiateur. Exactement.
pour pouvoir, n'est-ce pas, faire parler ces deux parties. Et encore que, quand vous voyez la psychologie du chef de l'État, encore une fois, cette psychologie pourrait rebuter même ses vis-à-vis à accepter un tel dialogue. Parce que le chef de l'État, je le disais tantôt, un bon joueur, va encore une fois vouloir tirer profit de pareil dialogue, va vouloir, n'est-ce pas, tourner les choses en sa faveur. Il n'a rien à faire, il n'échappera pas à cette règle. Il va vouloir tourner. D'abord, mathématiquement, son mandat, c'est moins de 2 ans encore. Il a besoin de la paix pour atterrir en 2021, en avril 2021, en attendant d'envisager s'il faut aller jusqu'en 2026, et ce qui est probable. Quand vous avez vu la configuration du bureau de l'Assemblée nationale, vous ne vous posez plus de questions, en principe. Il n'y a plus de questions à se poser. Ce n'est pas pour rien que les challengers qui avaient été annoncés à la présidence de l'Assemblée nationale n'ont plus été là. Certains Bako, un certain Abimbola ou Sakalafia auraient été de bons prétendants, auraient pu utiliser le tremplin de l'Assemblée nationale du PHOA, n'est-ce pas, pour être bon candidat en 2021 aussi. Louis Vlavodou, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais soupçonné cette ambition chez lui. Est-ce que 2 mois, je dis 2 mois, 2 ans lui donnerait d'ambition? Je n'en suis pas très sûr non plus. Vous voyez? Tout est calculé. Tout est calculé. Tout est calculé. Donc, le chef de l'État, bon joueur, depuis le départ, c'est aujourd'hui que beaucoup de Béninois se réveillent pour voir que, ah oui, il a longtemps, il s'était réveillé que ceci qu'il a fait ou cela qu'il a fait, c'était, n'est-ce pas, par rapport à tel ou tel atterrissage qu'il envisageait. Donc, le chef de l'État va sans doute encore utiliser. Vous n'avez pas vu, ce n'est pas par hasard si il n'a fait qu'attendre la fin du processus pour dire maintenant le processus est terminé. Voilà, je vous appelle à des échanges, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à la fin qu'il tend une main parce qu'il a fini par avoir son affaire. Et donc, pour de telles choses, quand on dit dialogue, oui, c'est un long processus également. Ça. On retient donc que c'est non, un marché de jus. On ne retient pas. Il faut des préalables, et parmi ces préalables-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut faire accepter, par exemple, à l'opposition ou à ceux-là qui veulent accepter le dialogue. Parce que on ne l'a pas dit souvent, hein, l'opposition, l'opposition qui se dit constructive, a fait une sortie pour dire elle accepte cette main tendue, par exemple, du chef de l'État. Voilà. Donc, alors, si le dialogue devrait se faire, par exemple, peut-être à défaut d'avoir toute la classe politique, peut-être qu'il aura les autres membres de l'opposition, il y aura tout au moins cette opposition-là. Voilà. C'est déjà la fin de Lido Genou. Oui, c'est la fin. Quand le président parle de la classe politique, moi je vois déjà un planning, une planification. Elle dit on va choisir ceux avec qui on va en négociation. Elle dit même ses opposants. Ses opposants. On choisira les opposants. FCDB, c'est bien le parti de l'opposition que nous avons. Bon. Aujourd'hui, le dialogue, c'est sur quoi? Le principal, mais c'est le sujet. On va s'entendre sur quoi? Le chef de l'État, en tout cas, n'a pas donné ses précisions. Il a parlé, en tout cas, d'un dialogue national inclusif. Il a dit, il n'a pas donné non plus de calendrier. Nous l'attendons. Donc, nous serions en train de faire le débat. Et ça en est fini donc pour ce débat. Mohamed Léamidi, merci. Et bonsoir chez vous. À demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.